tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est samedi, j'ai fait une pause avec les vlogs parce que comme vous le savez sûrement si vous avez vu mon vlog précédent, je suis partie en Islande pendant une semaine et demie. J'ai pas vlogué en Islande donc je vais vous mettre quelques clips sur l'écran pour que vous ayez un petit peu des images. J'ai aussi mis des stories durant tout mon voyage sur Instagram, j'ai mis aussi une story à la une. Donc si vous voulez aller voir mon voyage, vous pouvez aller voir sur Instagram. Je vais juste poser ma caméra parce que je vais plus avoir d'épaule sinon. Alors, juste un petit retour sur l'Islande, comment ça s'est passé et tout ça, attendez, je mets ça mieux. Alors, on a fait donc 12 jours de road trip en Islande en dormant dans un campervan. Donc on avait une Toyota Hilux, un 4x4 avec dessus une couchette, on avait un frigo, on avait un chauffage, on avait des plaques de cuisson, etc. Donc vraiment tout équipé, c'était top. Et on a vraiment fait le tour de l'île, on a eu le temps en 12 jours de vraiment faire le tour de l'île. Donc on a fait, pour commencer, voilà, on est parti de Keflavik, donc depuis l'aéroport. On a fait le Golden Circle évidemment. Ensuite on a continué sur la Ring Road. Au sud, à l'est, on est monté tout au nord pour aller voir des baleines et ensuite on est redescendu, pas en suivant la Ring Road, mais en coupant au milieu en prenant la F35, donc une F-Road, une des deux F-Road qui rejoint le sud et le nord. Et donc on a passé une nuit au milieu de l'Islande, donc dans les Highlands. Et on a vu des chutes d'eau, beaucoup de chutes d'eau, des geysers, des volcans, des baleines, des puffins, des phoques. On a fait du kayak dans les glaciers. On a fait de la plongée à Silfra, donc c'est entre deux plaques tectoniques, la plaque tectonique européenne et la plaque tectonique américaine, donc au milieu de la fissure, là où les deux plaques se sont séparées. On a fait plein de bains géothermaux au milieu de la montagne, dans les Highlands. On est aussi allé au Blue Lagoon, évidemment. Et voilà, on a beaucoup aimé ce voyage. Après, il a plu tous les jours. Le seul jour où on a vraiment eu grand beau, c'était le tout dernier jour. Et encore, ça a alterné entre grand soleil et pluie très forte. Sinon, on a eu vraiment que de la pluie. C'est vraiment le pays de la pluie. Et il faisait pas très chaud, comme on s'y attendait. Il faisait en moyenne 8, max 10 degrés. Mais honnêtement, ça allait. C'est vraiment un très très beau pays. On a vu des paysages absolument incroyables. C'est vraiment un voyage que je voulais faire, un road trip en Islande une fois dans ma vie. Maintenant, je vous avoue, c'est pas forcément le pays où je vais retourner pour deux raisons. La première, c'est que oui, c'est magnifique, je dis pas l'inverse, mais j'ai vu une fois, j'ai pas forcément besoin de retourner pour revoir. Il n'y a pas grand chose à faire concrètement. Une fois qu'on a vu quelques chutes d'eau, un volcan, voilà. Je recommande vraiment de le faire au moins une fois, mais personnellement, ça n'a pas été le voyage de ma vie, on va dire, je vais dire ça comme ça. Pas vous méprendre, j'ai adoré, mais c'est vrai que je le mettrai pas, c'est pas mon pays préféré, c'est pas le pays préféré que j'ai fait. Deuxième raison, enfin, en fait, en réalité, il y a plutôt 3 ou 4 raisons. Deuxième raison, c'est que c'est vraiment extrêmement touristique. Donc oui, le moment où on allait dans les Highlands, etc., on voyait peut-être un peu moins de monde, mais en fait, les seules personnes qu'on voit là-bas, c'est que des touristes. C'est vraiment que des touristes. Et tous les endroits vraiment très connus, notamment autour de la Golden Circle, c'est blindé de touristes, des centaines de touristes au même moment. Et personnellement, c'est pas trop ma came, donc sur les vidéos, on le voit pas forcément, j'ai toujours réussi à prendre quasiment 100 personnes derrière, mais je vous avoue que c'est blindé. C'est vraiment blindé. Et voilà, j'ai pas trop aimé ça. Troisième chose, c'est que les Islandais, alors je sais pas si vous êtes déjà allé en Islande, si vous avez eu la même impression, les Islandais ne sont vraiment pas sympas. Vraiment pas sympas. Tous les shops où on allait, tous les restaurants, on n'a jamais eu un sourire, on se fait limite regarder mal. Alors je sais que le tourisme est extrêmement développé ces dernières années et que les Islandais n'aiment pas trop les touristes, mais vraiment, on se sentait tout sauf bienvenue dans ce pays. Et quatrième chose, c'est vraiment hors de prix. Et ça vient de quelqu'un qui vit en Suisse. Je vis dans quasiment le pays le plus cher du monde, un des pays les plus chers du monde, et j'ai trouvé vraiment hors de prix pour ce que c'était, disons. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est magnifique, etc. Mais je trouve que ce qu'on a payé pour ça, c'est trop cher. C'est trop cher. Vraiment, c'est trop cher. Et honnêtement, pour ce qu'on a payé pour 12 jours, on aurait pu se faire un voyage absolument incroyable pendant 3 mois dans un autre pays. Donc je comprends bien que c'est les prix du pays, bien entendu, comme quand les touristes viennent en Suisse, pour eux aussi c'est hors de prix, tout est hors de prix pour eux. Mais encore une fois, ce qu'on a payé par rapport au voyage en soi, je trouvais pas que ça valait la peine pour ça, voilà. Donc voilà mon opinion honnête sur l'Islande. Je sais que beaucoup d'entre vous, c'est votre pays absolument favori. Perso, même si encore une fois, on dirait pas comme je le dis, j'ai adoré ce voyage, mais je mettrai pas l'Islande dans un de mes pays favoris. Voilà, bref. Voilà mon petit retour sur l'Islande. Maintenant, par rapport à mon voyage et où j'en suis au niveau de, premièrement, mon dos, ma blessure, enfin mon hernie, mes entraînements, ma nutrition, mon poids, mon physique, tout ça. Alors, juste avant de partir, j'étais plutôt vers les
toujours vers les 63 kilos, 62,9, 63, 63,1, etc. Et là, je suis revenue, donc aujourd'hui on est samedi, je suis revenue jeudi matin, on a volé toute la nuit, on a fait une nuit blanche parce qu'on a passé la nuit dans l'avion, mais bref, vendredi matin, je me suis pesée à 62,7. Donc je suis même pas retournée aux 63 kilos. Du coup, j'ai franchement bien géré durant le voyage. Je vous avoue que, bon, première chose, on bougeait beaucoup, forcément. On allait faire des visites, on allait faire des hikes, on bougeait non-stop. Donc je bougeais plus que d'habitude, mais je mangeais vraiment à ma faim et je me privais pas. Chaque jour je mangeais des biscuits, je mangeais du pain, des tartines, du granola. Bien sûr je faisais aussi attention à avoir des fruits, des légumes, suffisamment de protéines. Honnêtement aujourd'hui j'ai même plus besoin vraiment de réfléchir à ça, je fais naturellement, c'est vraiment normal pour moi, mais je sais que j'avais suffisamment de protéines et je faisais quand même attention à mon apport en fibres, mais je faisais pas particulièrement attention à mes glucides, etc. Je mangeais normalement, je mangeais à ma faim, sans exagérer, sans non plus me restreindre, et donc voilà, quand je suis revenue, 62,7. Donc j'ai vraiment parfaitement maintenu par rapport à avant mon départ. Et au niveau de mon dos et de mes entraînements, alors quand je suis partie, j'avais très mal au bas du dos encore, et comme je pensais de faire une pause au niveau des entraînements pendant une semaine et demie, ça m'a vraiment fait du bien puisque là je n'ai quasiment plus mal du tout. On s'est quand même entraîné une fois là-bas finalement, on est une fois allé à la salle parce que c'était un après-midi, on n'avait rien à faire, il pleuvait des cordes, on s'est dit on va s'entraîner, et ça s'est bien passé. J'ai fait notamment de la leg press horizontale et je sentais trop bien mes fessiers sans avoir mal au dos. J'ai aussi fait des squats avec une kettlebell, donc super léger, beaucoup de répétitions. Des deadlifts roumains, la même chose, très léger, beaucoup de répétitions. Et j'ai pas eu mal au dos du tout. Et j'ai fait un full body, donc j'ai aussi fait un petit peu de dos, un petit peu d'épaule. Et j'ai pas eu mal au dos après cet entraînement. Donc voilà, aujourd'hui, je n'ai plus mal au dos. Et je vais reprendre les entraînements et on verra comment ça se passe. Et je vais d'ailleurs aujourd'hui, enfin cet après-midi, maintenant, aller m'entraîner. Je vais aller faire justement le bas du corps et voir comment ça va. Je vais faire attention, évidemment. Toujours pas de charge sur mon dos. Et par rapport à mon dos, j'ai un call cette semaine avec Kyle Baxter. C'est un coach mais qui est aussi, je crois qu'il est aussi physio. C'est Nevin qui me l'a recommandé. Nevin a travaillé avec lui pour la rééducation de son épaule. C'était luxé l'épaule l'année passée. Et il m'a dit de voir avec lui. Donc voilà, j'ai un call avec lui pour discuter justement de mon dos mercredi. Donc je vais essayer de vous enregistrer ça pour que vous ayez quelques bits de notre conversation. Je vais encore vous montrer, j'ai reçu un colis de chez Yeoreo et j'adore. Donc déjà j'ai cette combi qui est donc une combi short avec un dos nu. Mais surtout j'ai commandé... Alors, à la base quand j'ai vu que les 3/4 ou les capris revenaient, j'ai détesté ça. Je trouvais horrible. Et en fait, à force de voir des filles qui portaient des capris, notamment Chrissy Chella, elle est trop belle quand elle a des capris, à force de les voir encore et encore, en fait, je trouve ça trop beau. J'ai eu un déclic un jour, j'ai vu une photo, j'étais en fait, c'est joli. Et du coup, j'en ai commandé chez Yeoreo et ils sont arrivés et ils sont incroyables. Ils sont trop bien, je les ai déjà mis, je les adore. Donc c'est vraiment des leggings courts, en fait, tout simplement. Je vous les montrerai portés, là, j'ai juste pas envie de me changer. Mais ils sont trop bien. Donc si jamais vous avez toujours moins 15% sur le site entier avec mon code Chloé15, le lien est dans la barre de description. Mais vraiment, ils sont incroyables. Je vais commander d'autres couleurs, je vais voir les autres couleurs qu'il y a. Je les adore et j'aime trop le style. Je viens de finir l'entraînement et j'ai rien filmé. J'ai pas du tout pensé à filmer. J'étais trop concentrée sur ce que je faisais. Je sentais un petit peu que mon dos commençait à se tendre, donc j'ai vraiment fait gaffe. Je me suis absolument pas fait mal. Là, j'ai pas mal du tout. Donc ouais, j'ai pas eu un entraînement de malade, mais bon, bref. C'est possible aussi que ce soit parce que je vais avoir mes règles, je pense, demain ou après-demain, ou enfin bientôt. Et je sens que j'ai le bas du ventre un tout petit peu gonflé et relâché, donc c'est peut-être aussi à cause de ça. Bref, je vais aller manger un truc et that's it. Ok,
Ok, alors aujourd'hui on est mardi, j'ai rien filmé dimanche et hier. Dimanche je suis juste allée à la plage avec mon copain et hier j'ai bossé toute la journée. J'avais beaucoup de bilans clients à traiter, surtout que j'ai pris une semaine de vacances. Donc quand je suis allée en Islande, je n'ai pas travaillé, j'ai créé du contenu mais j'ai pas fait mon travail de coach on va dire. Donc j'avais prévenu toutes mes clientes que je partais une semaine en vacances et malgré ça les bilans d'hier sont incroyables. Et en fait ça c'est ce qui se passe quand on met en place avec ses clients de vrais systèmes. C'est-à-dire que les clients ne sont pas dépendants, ne deviennent pas en fait dépendants du coach. Donc bien entendu que le suivi est nécessaire et reprend, mais au moins les clients ne sont pas complètement perdus quand le coach prend une semaine de vacances. Donc ils savent quoi faire. Et ça, c'est ce qui se passe lors d'un bon coaching, tout simplement. C'est-à-dire que les bénéfices du coaching vont pouvoir être utilisés à long terme parce que les clients, encore une fois, mettent en place des systèmes sur lesquels ils peuvent compter et ils savent comment faire. Donc, ils apprennent à comprendre comment leur corps fonctionne. Ils apprennent comment ajuster le plan, comment être flexible. Et tout simplement, ils mettent de nouvelles habitudes en place. Et vraiment, ça devient des habitudes. Et ça, c'est encore une fois la différence entre un vrai bon coaching et juste simplement un coaching et un coach qui va simplement fournir un plan et dire suis ça, les yeux fermés, pose pas de questions, etc. Où le client ne va rien prendre, va rien changer à son mode de vie. Et dès le moment où le coach part une semaine en vacances, ils sont complètement perdus, ils savent pas quoi faire. Ou quand le coaching se termine, ils sont pareil, complètement perdus et ils reprennent leurs habitudes d'avant parce qu'ils savent pas mieux faire et ils ont simplement suivi un protocole strict pendant un petit moment, mais c'est pas ça qui apporte des changements à long terme. Voilà, bref, tout ça pour dire que si en tant que coach vous n'êtes pas capable de prendre une semaine de vacances parce que vos clients sinon sont complètement perdus ou partent dans tous les sens ou blablabla, il faut vous remettre en question en tant que coach parce que les clients ne devraient pas être complètement perdus si vous prenez juste une semaine de vacances. Voilà, bref. Comme vous avez vu, je viens d'arriver au studio de Pilates, je vais m'entraîner pour moi. Donc je vais faire 1 heure de pratique pour moi, enfin 45 minutes parce que je suis arrivée un petit peu en retard. Parce que, et en plus là je perds du temps à filmer, parce que comme je vous ai dit, demain j'ai le call avec Kyle, qui est donc le coach qui va m'aider par rapport à mon dos, etc., qui est aussi un physio, un kiné pour les Français. Et je devais faire des vidéos, un assessment en fait, je sais pas comment on dit ça en français, des tests pour qu'ils puissent voir ma posture, mes mouvements, etc. Donc voilà, j'ai fait des vidéos avant. Et oh, ça c'est pas ça, c'était juste une selfie. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Voilà. Bref. Donc voilà, je vais juste m'échauffer et ensuite essayer de faire quelques exos de mon cours. Je vais faire que des exos que j'apprends dans le cadre du cours puisque c'est ça que je devrais faire à l'examen. Et ensuite, je vais directement aller à la salle, je vais faire encore un entraînement jambes light. Et ce soir, je vais boire un verre et manger avec une copine qui est revenue d'Australie. Elle est là pendant 3 semaines. J'ai trop hâte. Du coup, voilà, je la vois ce soir. On va mettre un peu de musique aussi. Et, ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai les Capri de chez Yoreo qui sont incroyables. Je les adore. Ils sont trop bien. Ils sont trop bien.
Alors, je viens de finir, ma caméra s'est éteinte au milieu, j'avais plus de batterie. Mais honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire grand chose, 45 minutes, ça passe très très vite. J'ai quand même revu plusieurs exos, j'ai pas mal fait les abdos, un petit peu les fesses, voilà, bref. Ça m'aura surtout bien échauffé pour aller faire un entraînement jambes maintenant. Je vais rester en léger, toujours pas de poids sur mon dos. Je vais juste m'acheter un café. Je prends un café protéiné, chocolat. Ça sent même pas le café en fait. Ok, alors je suis prête pour aller au resto. Je vais vous montrer mon outfit. Je commence à faire des outfit checks, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais tant pis. J'ai remis les leggings que j'avais aujourd'hui en une autre couleur. J'ai évidemment pas remis les mêmes que je me suis entraînée toute la journée avec. Une autre couleur, avec un top et des talons. Je sais pas si on voit quelque chose. Je pense qu'on voit les chaussures. Ah, on les voit. J'ai pas de noir sur moi. Et en même temps, cette couleur, elle va pas être le bas, donc on va mettre le noir quand même. Ok, alors on est mercredi matin, j'ai le call avec Kyle. Juste maintenant, je vais essayer de vous enregistrer et de vous mettre quelques extraits. Et je vous ferai un résumé après de ce qu'il m'a dit. Hello. Morning, how are you? Good, how are you? Good, lots to go over. So these things happen when we have a lack of range of motion at joints, but the problem is we a lot of the time don't understand that we have a lack of range of motion. Even like practitioners don't understand, and we'll always find a way to complete whatever task we're doing. If we can't move through somewhere, like one joint, we will move through the next joint up. So if we can't move through our hips and our SI joint, we will always, no matter what, to complete whatever task we're doing, squat, etc., we will move through the next joint up. What joint is that? The lumbar spine. So you can do all the core that you want. So the problem is not your core is too weak. The problem is we can't move through the hips, so we'll always move through this. A lot of humans will discount the SI joint because there's such little range of motion there, right? So it's like you read research, 1 to 4 degrees. That's not that much, but if we think about if you have 2 degrees and I take away 1, that's 50%. That's a lot. Because we have such little range of motion there, we need to do everything we can to keep that range of motion. And then if we can move the SI joint, we can also synonymously move the glute tissue, which means we can get more rotation at the hip, etc. We can see like especially our glute progress is kind of like went downhill. So part of moving through the hip and pelvis is to be able to relax the glutes. So your glutes would, if you go to like a physio or someone, they would present as weak, right? They do like all the glute tests and they say like, oh, your X glute muscle is weak. Nothing is weak. It's just everything is already contracted all the time, right? So what we need to do for you is relax your glutes so then we can contract them again. If I can't move the hip, I can't move the femur, which means the shin needs to be doing a certain thing, which means the foot needs to be doing a certain thing. So if we can't move the foot properly and the shin properly, so each joint and bone has to kind of rotate up the chain to move properly. If we have muscles contracted all the time, we'll have higher pressures everywhere, right? So your whole left leg has been like contracted, very high pressure for a long time. We'll give you interventions to move the hip around,
Then we'll give you interventions to move the shin around, so from top to bottom, and the bottom from top. And then, this is the key that most physio misses, we need to make sure that those changes translate over to how you lift. So then they stick around long term. Have a great day. We'll check in. Thank you. Bye bye. Ok, je viens de finir le call avec Kyle. Trop bien, trop bien. C'est exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde mon corps en entier. Comment il bouge, comment il fonctionne, où il y a des limitations. Et surtout qui regarde autant le pied, enfin la cheville, le genou, les hanches, la colonne vertébrale, les côtes, enfin la cage thoracique, les épaules, et qui me fait un petit peu un résumé de tout. Et tout ce qu'il disait, ça avait tellement de sens. Donc en gros, ce qu'il me disait, c'est qu'il y a sûrement un manque de mobilité, en tout cas au niveau du bassin, qui fait que forcément, il y a d'autres parties qui compensent, notamment le bas du dos, et aussi probablement des fessiers qui sont trop tendus. Et il pense aussi par rapport à mes scapulas, mes omoplates, comme elles bougent, qu'il y a quelque chose par rapport aux côtes. Donc si on améliore la mobilité des côtes, de la cage thoracique, ça va aussi aider pour mes épaules. En fait, j'ai un point derrière l'omoplate depuis, putain, ça fait plus de 10 ans que j'ai un point derrière l'omoplate. Peu importe ce que je fais, il ne passe pas. Et il y a des moments, là en ce moment je le sens pas vraiment, il y a des moments où je le sens beaucoup plus, notamment quand je suis assise longtemps à l'ordinateur en train de travailler et que je conduis pendant longtemps, là je sens beaucoup le point. Et ça c'est un truc que j'ai, et en gros voilà, ça, il m'a dit ça peut venir des côtes. Donc si on redonne de la mobilité à la cage thoracique, ça va aider. Et si on redonne de la mobilité et si on redonne de la mobilité au bassin, ça va aussi aider avec le quad, le genou, le tibia et donc le pied. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, notamment quand j'étais en préparation Aerox et que j'ai repris la course après 10 ans sans courir, j'ai de nouveau eu des problèmes à la cheville, qui date en fait d'il y a 15 ans, quand je faisais beaucoup de courses à l'époque. Et c'est pour ça que j'avais arrêté la course, parce que j'avais mal à la cheville et ça remontait dans le genou. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé la musculation. Mais en reprenant la course l'année passée, j'ai revu que ce problème de cheville n'était jamais parti. Et en fait, aujourd'hui encore, je sens ma cheville, j'ai le pied qui est constamment, au lieu d'avoir le pied posé par terre, je suis plus à l'aise quand le pied est légèrement en supination. C'est-à-dire que j'ai un petit peu le pied qui monte, et donc la cheville qui est sur le côté. Mais ça, c'est aussi un problème. Je sais que tout est lié. Et tous ces problèmes, je disais que au côté gauche. Ma hernie, je l'ai à gauche. Mon point derrière l'omoplate, je l'ai à gauche. J'ai un kyste au poignet gauche. Un kyste synovial, pardon. Ma cheville, c'est la cheville gauche. Le quad, j'ai plus de peine à contracter le quad gauche que le quad droit. J'ai moins de contrôle, en fait, sur le quad gauche. Et tous ces problèmes à gauche viennent d'un manque de mobilité haut de hanche, enfin de l'articulation sacro-iliaque. Et voilà, tout est lié en fait. Et c'est exactement quelqu'un comme ça que je cherchais, c'est qui faisait le lien entre tout ça et qui me faisait exactement un programme pour travailler là-dessus. Et surtout, ça c'est aussi ce qu'il m'a dit, et c'est exactement ça. Le problème avec les professionnels que je vais voir, les kinés, les ostéos, etc., c'est que oui, ils me traitent sur le moment, mais en fait ça tient jamais, parce que il faut quelque chose que je puisse en fait reproduire aussi durant mes entraînements, parce que c'est ça qui va faire qu'ensuite ça tient. C'est faire des exercices, oui, mais que ça change ma manière de bouger au quotidien, mais que ça change aussi ma manière de bouger durant mes entraînements. C'est vraiment ça qui me manquait, et c'est exactement ce qu'il m'a dit pendant le call, donc je suis trop contente. Donc voilà, il va m'envoyer un protocole à suivre. Je dois faire les séances, tout lui filmer, tous les exercices, tout lui envoyer sur WhatsApp. Il va me faire son retour et on va faire un petit peu un feedback comme ça, back and forth. Et là, ce que j'ai payé, c'est une consultation avec lui avec 2 semaines de suivi. J'aurai à continuer ça de mon côté et voir comment ça évolue au fil des semaines. Donc voilà, j'ai de l'espoir. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu, mais je vous documenterai tout ça comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que je fais. Mais juste une chose, ne copiez pas les exercices que je vais faire. De toute façon, je vais pas vous filmer l'entièreté des exercices qu'il va me donner. Mais ne copiez pas ça, parce que vraiment, vous le voyez, c'est adapté à moi. Et si vous avez des problèmes, des douleurs, des problèmes de mobilité, des exercices que vous n'êtes pas capable de faire justement à cause de limitations, etc., consultez un professionnel qui peut vous aider. À la limite, contactez Kyle, il s'appelle Kyle Baxter si jamais. Mais juste ne copiez pas bêtement ce que je fais moi pour moi. If that makes sense. Alors, je viens d'entrer, il est 17h, je suis allée me faire les ongles, c'est tellement mieux. Et après, je suis allée travailler dans un café. Et en rentrant, m'attendait un petit colis, et je vais vous montrer. C'est un colis de chez Dinveo. Donc je vous ai déjà annoncé que je travaillais maintenant avec Dinveo, qui est une marque donc de compléments alimentaires. C'est en fait un laboratoire à la base qui est basé en France. Donc leur centre de production est en France aussi. Et c'est vraiment une marque
ultra qualitative, ultra qualitative. Et j'attendais impatiemment ce colis parce qu'il y a plein de compléments alimentaires que je n'avais plus, je devais faire le stock et je vais vous montrer du coup ce que j'ai commandé. Alors juste la première chose, j'ai repris de la saveur noix de coco, qui est une poudre à base d'acide gras de noix de coco tout simplement. Je l'utilise assez souvent en fait dans les porridge, dans les yaourts, etc. Je la trouve vraiment super bonne, donc j'en ai recommandé. Et ensuite j'ai repris pas mal de compléments alimentaires que je prends. Alors je vous ai jamais partagé la liste exhaustive des compléments alimentaires que je prends par rapport à mes hormones, par rapport à ma santé hormonale et tout ce qu'on a mis en place en fait avec Anthony, mon coach, pour que mes hormones aillent mieux, parce que je ne veux pas que vous preniez les mêmes compléments alimentaires que moi sans avoir été personnellement conseillée. Donc je vous ai jamais fait la liste complète. Donc là vous verrez certains des compléments alimentaires que je prends, mais je vais pas vous expliquer exactement pourquoi, ni combien j'en prends, ni quand, ni le reste des compléments, j'en prends plus que ça. Mais voilà, que vous sachiez pourquoi en fait je vous montre pas forcément ça, c'est parce que plein de monde vont se dire ah si elle prend ça il faut que je prenne ça aussi, alors que pas du tout. Donc premier complément que j'ai pris, c'est du fer. Ça fait un moment que j'en ai plus, ça fait un moment que j'en ai pas pris. J'espère qu'Anthony va pas regarder cette vidéo. Ensuite j'ai pris un complexe de vitamine D, donc le multi B. J'ai pris aussi du sélénium, du Q10. Honnêtement le Q10 c'est un complément alimentaire qui est très cher, mais ça c'est la meilleure forme, c'est de l'ubiquinol et oui c'est cher. Et finalement j'ai pris du NAC. Donc voilà, j'ai de nouveau tous les compléments alimentaires dont j'ai besoin. Donc si jamais vous les commandez sur Dinveo, vous avez toujours moins 10% sur le site entier avec mon code. Le lien est dans la barre de description. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais je me répète, ils ont vraiment tout. Et surtout dans des très bonnes formes, très bon dosage, très bonne qualité. Donc si vous avez besoin de quelque chose, il y a quasiment toutes les chances que vous le retrouviez sur Dinveo. Sinon, je n'ai pas mangé à midi, donc je vais manger quelque chose maintenant. Il est 17 h, tout va bien. Je viens de me faire un truc, ça a l'air d'être une dinguerie. C'est un crumble de pêche que je vais manger avec une Ninja Creamy. Je me dépêche parce qu'il fait tellement chaud qu'elle fond. Oh, elle est parfaite. Oh oui. Alors, on est vendredi, il est midi, là j'ai 2 calls clientes, je vais enchaîner 2 calls et ensuite je vais vous faire un question-réponse. Ça fait un moment, ça fait 2 vidéos que je vous dis que je vais faire ça en plus. Et ensuite j'irai m'entraîner. Hier je n'ai pas filmé, je suis juste allée au Pilates à midi et l'après-midi on a fait la descente de l'Ar avec une copine. Donc la descente de l'Ar, pour ceux qui ne savent pas, l'Ar c'est une rivière en Suisse et à Berne on peut faire donc ce qui s'appelle la descente de l'Ar, c'est-à-dire que le courant est assez fort, l'eau est turquoise, transparente, elle est trop belle. Et en fait, on peut simplement se laisser flotter, se laisser porter par le courant. Si on commence depuis tout en haut, donc depuis Thun, la descente fait 3 heures. Donc là, généralement, on le fait plutôt sur un bateau, pardon, pas un bâton, sur un bateau gonflable. Donc c'est ce qu'on fait assez souvent. J'ai un bateau gonflable 5 places et chaque année, on va 1 ou 2 fois faire la descente en bateau. Mais on peut aussi simplement marcher, c'est 2 km 20 minutes de marche. On rentre dans l'eau et on se laisse porter avec un sac qui flotte, donc un dry bag. Et c'est ce qu'on a fait hier. On s'est laissé porter par le courant avec juste un sac qui fait en fait office de bouée dans lequel on a mis nos affaires. Et on s'est laissé porter pendant 30 minutes pour retourner à Berne et ensuite on s'est posé à la plage et on l'a fait encore une deuxième fois. Bref, c'est trop bien, c'est vraiment un truc assez connu en Suisse en été, c'est vraiment un truc à faire, c'est trop cool. Et c'est tout, j'ai mon call qui va commencer. Ok, alors je vais enfin répondre à quelques questions. J'en ai sélectionné pas mal, je sais pas si je vais répondre à toutes. Il n'y a aucun ordre précis, si jamais je juste fais des screenshots et je vais aller dans l'ordre qu'elles sont sorties. En prépa, quand tu allais au resto, tu demandais au restaurant pour manger ton top. Non, j'ai jamais fait ça, je trouve que c'est pas... je sais pas, j'étais pas à l'aise de faire ça. Donc ce que je faisais simplement, c'est que je mangeais avant ou après le restaurant et que je commandais un Coca Zéro ou un café, tout simplement pour quand même consommer sans manger. Il faut faire vraiment la distinction entre préparation bodybuilding et perte de gras lifestyle. C'est-à-dire que je ne faisais cela que en prep pour des concours. Où là, je ne pouvais pas en fait, on ne peut pas se permettre quand on est en préparation pour des concours de bodybuilding d'estimer. On ne peut pas. On doit traquer précisément tous les jours. On n'a pas de repas libre, on n'aura pas de repas estimé. Maintenant, comme maintenant je suis en perte de gras, si je vais au restaurant, je vais pas ne pas manger. Je vais manger et je vais simplement estimer parce que là, la marge d'erreur, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas un repas qui va, à la limite, ça prend plus de temps, c'est pas grave, mais je n'ai pas une deadline, premièrement, et deuxièmement, je n'essaye pas d'atteindre des niveaux de masse grasse
aussi bas. Et pour atteindre ce niveau, donc pour atteindre du 9-10%, on doit être précis. On doit être précis, on ne peut pas se permettre d'estimer, alors que dans le cadre d'une perte de gras lifestyle où je n'essaye pas de perdre autant de gras que ça, je peux me permettre de temps en temps un resto où j'estime. En préménopause, comment perdre du ventre? Alors, je vais peut-être énerver, on va dire, enfin agacer certaines personnes avec ce que je vais dire. Mais concrètement, qu'on soit en préménopause, en ménopause, le principe même de perte de gras est le même. C'est-à-dire que vous devez entrer en déficit calorique. Donc manger moins de calories, baisser vos apports caloriques et ou augmenter vos dépenses caloriques. Donc plus de pas au quotidien, plus de cardio, plus de sport tout simplement. C'est le seul moyen de perdre du gras. Et ça ne change pas que vous soyez en préménopause, que vous soyez en ménopause. Maintenant, c'est vrai que les hormones vont influencer beaucoup de choses, vont influencer par exemple votre sommeil, vous allez moins dormir ou moins bien, ce qui va impacter votre énergie, votre volonté, votre faim, etc. Et si vous êtes plus fatigué, vous aurez moins envie de bouger au quotidien, donc c'est possible que vos dépenses diminuent, ce qui rend la perte de poids plus difficile. Si votre faim augmente, vos envies, vos cravings augmentent, ce sera plus difficile de tenir un déficit calorique. C'est aussi possible que vous reteniez du gras à différents endroits, là où vous ne reteniez pas forcément du gras avant. Donc par exemple, les femmes ménopausées ont tendance à plus stocker au ventre, même si elles n'ont jamais vraiment stocké au ventre dans le passé. Donc effectivement, il y a beaucoup de variables qui changent une fois qu'on entre en préménopause, en ménopause. Et il y a des centaines de symptômes, honnêtement, qu'on peut expérimenter en ménopause, en préménopause. Mais disons que le principe même de perte de gras est le même. Si vous voulez perdre du gras, vous allez devoir consommer moins de calories que ce que vous en brûlez ou brûler plus de calories que ce que vous en consommez. Et ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est que effectivement, quand on prend un peu plus d'âge, ça peut devenir plus difficile. Il y a aussi une chose que avec l'âge qui devient plus difficile, c'est que les responsabilités, les priorités, les emplois du temps changent. Une fois qu'on a des enfants, une fois qu'on a un travail avec des responsabilités, simplement la vie en fait. Quand on est jeune et qu'on n'a aucune responsabilité, forcément que c'est facile. Plus on avance dans l'âge, plus on a des responsabilités, des limitations, des contraintes qui font que le processus est plus difficile à suivre et à respecter, mais le processus ne change pas pour autant. Concernant ta team de coach, est-ce qu'il y a eu des départs ou de nouvelles arrivées? Alors oui, on a une nouvelle psy dans la team qui s'appelle Camille. Elle est géniale. Elle est géniale. Elle est spécialisée en psychologie de la santé et elle a exercé à l'hôpital dans le domaine de la nutrition, endocrinologie et obésité. Donc elle est même d'ailleurs pratiquante de musculation. Donc elle a vraiment beaucoup de connaissances et de compétences dans le milieu du rapport au corps, de la musculation, des problèmes de poids, des problèmes d'image corporelle, etc. J'ai d'ailleurs plusieurs de mes clientes que je suis en coaching qui ont fait des séances avec Camille et qui ont dit que vraiment c'était un game changer pour elles. Donc voilà, si vous voulez éventuellement faire une séance avec Camille, vous pouvez remplir le lien dans la barre de description, c'est notre formulaire de demande de coaching, vous allez recevoir toutes les infos par email, donc le fonctionnement, les tarifs, etc. Et vous pourrez directement réserver une séance avec Camille. On n'a aucun engagement sur la psychothérapie, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment prendre des séances quand vous en avez besoin. Si vous voulez faire juste une séance pour voir si ça vous aide, si ça vous correspond, vous pouvez en prendre juste une et arrêter ensuite. Si vous voyez que ça vous aide, vous pouvez continuer. Si vous voulez en prendre 2 par semaine, vous pouvez. Si vous voulez en prendre une tous les 6 mois, vous pouvez. Il n'y a vraiment aucune obligation, aucun engagement. Mais vraiment, ça peut énormément aider pour tout ce qui est santé mentale, relation avec l'image corporelle, dysmorphophobie, relation avec la nourriture, ou même tout ce qui n'est pas en rapport avec le sport ou la nutrition ou l'image, mais tout ce qui concerne simplement la santé mentale, le bien-être mental de manière générale. On m'a demandé si je faisais du tan ou si c'est mon bronzage naturel. C'est un mélange des deux. Là, en ce moment, j'ai pas de tan, c'est mon bronzage. Je suis pas très bronzée. Peu. Généralement, je mets plutôt du tan en hiver quand je suis vraiment très blanche. Mais ça m'arrive d'en mettre, ou avant de partir en vacances, j'ai envie d'être un peu plus bronzée. En général, j'en mets. Mais en ce moment, je me trouve pas ultra blanche, donc ça va, donc j'en mets pas. Les oméga 3 de Dinveo, c'est bien aussi, ils sont végétaux, est-ce que c'est mieux? Alors oui, les oméga 3 végétaux sont tout aussi bien que les oméga 3 de poisson. Donc les oméga 3 de source végétale, ça provient des algues. L'un n'est pas forcément mieux que l'autre. La grosse différence, c'est surtout que les oméga 3 des algues sont plus stables, c'est-à-dire que les oméga 3 de poisson s'oxydent rapidement et doivent être conservés plutôt au frais. Et le dosage des oméga 3 d'Inveo est vraiment très bon. Donc c'est des oméga 3 que personnellement je prends, donc oui, je les recommande. Ensuite, on m'a demandé comment connaître nos points forts en musculation, savoir ce qui peut se développer facilement. Alors, on peut pas vraiment le savoir avant de
faire de la musculation, tout simplement. Et très rapidement, vous allez voir, ah ben moi je sais que je prends très rapidement des épaules ou des quads ou peu importe. Et donc vous saurez que vous n'avez pas besoin d'autant de volume pour ces parties du corps par rapport à d'autres, mais ça vous le verrez seulement en ayant des résultats. Et donc ça vous permet aussi de connaître vos points faibles et sur quoi vous devez mettre l'accent, faire plus attention peut-être sur la technique ou augmenter le volume d'entraînement. Donc soit en faisant plus d'exercices par séance, soit en les travaillant plus souvent dans la semaine, donc au lieu d'une fois, peut-être 2 ou 3, et en faisant peut-être plus de séries, etc. On m'a demandé est-ce que tu as envie de tester d'autres sports. Alors honnêtement, en termes de tester des sports, je suis pas mal dans le domaine, je trouve. Alors il y a beaucoup de choses que je fais pas de manière régulière, mais disons que non, je fais de la musculation, je fais du pilates réformeur, et je fais du hill stance de manière régulière. Ensuite, en hiver, je fais beaucoup de snowboard. En été, j'essaye de faire du surf. J'habite en Suisse, donc c'est compliqué pour moi de pratiquer souvent. Mais dès que je suis dans une destination où il y a du surf, j'essaye d'en faire. Je me suis mis au golf. Je vais pas non plus très régulièrement, mais je m'y suis mise. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais, là aussi en été, là non plus pas régulièrement, mais je fais du wakeboard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas longtemps, je suis allée faire de la natation. Je suis pas très bonne parce que j'ai jamais fait de natation de ma vie, donc le crawl et tout ça, c'est quelque chose que j'ai bien envie d'apprendre, plutôt de m'améliorer. Je faisais aussi de la pole dance à un moment, mais sinon, oui, je sais, il y a une chose, voilà, il y a une chose que je n'ai pas encore fait, que j'aimerais bien m'y mettre une fois, un jour, c'est de la danse, notamment de la salsa ou bachata. J'avais demandé à mon copain qu'on s'inscrive ensemble à un cours, mais avec son emploi du temps, il a déjà tellement que là, ça aurait été très compliqué de se mettre encore des cours de salsa. Donc ce sera pour plus tard, mais j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble. Enfin voilà, honnêtement, je trouve que j'en fais déjà pas mal. Dans quelle langue, as-tu des notions et ton niveau? Alors, je suis quasiment parfaitement bilingue en anglais. Allemand, j'en ai fait 12 ans à l'école. J'ai des notions. Forcément, j'ai des notions. Je vis dans une ville bilingue, mais le problème avec l'allemand, c'est que je n'en ai jamais eu besoin. Je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser, je ne l'ai jamais vraiment pratiqué, et donc je ne peux pas vraiment avoir une conversation avec quelqu'un en allemand. Je comprends quand on me parle, je comprends quand je suis dans un magasin, quand je suis au restaurant, quand quelqu'un vient me dire un truc, etc. J'ai plus de mal à parler, encore une fois parce que je n'ai jamais pratiqué, mais je n'ai pas un bon niveau. Donc voilà, c'est notion, mais vraiment notion de base. Et sinon, j'apprends l'espagnol en ce moment, seulement via Duolingo, parce qu'en Suisse, on n'apprend pas l'espagnol à l'école, et j'avais vraiment zéro base. Et là, ça fait, je sais pas, environ 6 mois, je dirais que je fais Duolingo tous les jours. Et franchement, même plus que 6 mois. Je comprends plutôt bien, mais encore une fois, je ne pratique pas, je ne parle pas, et je trouve qu'avec Duolingo, c'est vraiment ce qui manque, c'est qu'on ne parle pas en fait. Donc je pense que si quelqu'un me parle en espagnol, j'arrive pas à répondre, mais au moins, je le comprends. Donc c'est déjà ça, et puis voilà, je vais continuer, et puis on verra si ça s'améliore. Quels sont les avantages du Pilates réformeur en complément de la musculation? Alors c'est principalement du travail profond, notamment du tronc. Donc toute la sangle abdominale, tous les abdos et le contrôle de tout ça, tout simplement. Renforcement et contrôle des muscles profonds. Par contre, une chose, le pilate tout seul, que ce soit du mat pilate, du pilate réformeur, ça ne suffit pas. Si vous commencez, si vous vous mettez au sport avec du pilate, c'est très bien. Ça peut vous mettre un pied dedans, un pied dans la pratique du sport, un peu vous apprendre la régularité, de faire du sport régulièrement, etc. Mais au bout d'un moment, il faudra aussi vous mettre à la musculation, au renforcement musculaire, parce que le pilate tout seul, surtout pour une femme, ça ne suffit pas. On a besoin de développer nos muscles, on a besoin d'utiliser nos muscles. Si vous voulez déjà vraiment changer votre corps, muscler, construire votre corps, mais aussi pour bien vieillir. À partir de 30 ans, on perd de la masse musculaire chaque année. Si on n'entraîne pas ses muscles, on en perd vraiment rapidement et ça ne va pas en s'améliorant. Et quand on sera plus âgé, on va perdre en indépendance, on va simplement perdre en forme, tout simplement. Et aussi pour l'ostéoporose, surtout, voilà, encore une fois, pour les femmes, l'ostéoporose. On a besoin de renforcer notre corps avec de la musculation en complément du pilate. Donc le pilate, c'est en complément de la musculation plutôt que l'inverse. En léger déficit calorique, ok d'être à 1 gramme de lipides par kilo de poids du corps, moins ou plus. Alors ça fait des années que je répète la même chose. Je ne sais pas pourquoi il y a ce chiffre des 1 gramme de lipides par kilo de poids du corps. Je ne recommande pas ça. Moi, ce que je recommande, c'est pour les femmes
minimum 20% de vos calories sous forme de lipides, 20 à 25%. Pour les hommes, minimum 15%. 15 à 20% pour les hommes. Mais les femmes, vraiment minimum 20% de vos calories sous forme de lipides. Là, c'est une question que j'aime bien. Le mindset qu'il faut avoir en perte de gras. Comment gérer les jours moins bien? Alors, je ne sais pas exactement ce que tu entends par jour moins bien. Si, est-ce que c'est des jours où le poids remonte? Est-ce que c'est des jours où tu n'atteins pas très bien tes macros? Mais le mindset à avoir, le number one, ou plutôt deux du coup, c'est la patience couplée à la régularité. C'est-à-dire que il faut être patient. Si vous avez 3, 5, 10 kilos de gras en trop, peut-être même plus, vous n'allez pas les perdre en 2 semaines. Vous n'allez pas les perdre en 2 semaines. Il faut du temps pour que le corps réagisse et pour que ce gras disparaisse. C'est pas une question de 4 semaines, 6 semaines de challenge. Non, c'est une question de changer son lifestyle, adopter de nouvelles habitudes et le faire suffisamment longtemps sur des semaines, mais voire plutôt sur des mois pour voir réellement des résultats. Et couplé à ça, du coup, comme je vous disais, la régularité, c'est de continuer suffisamment longtemps pour avoir les résultats souhaités. Donc si après 2-3 semaines, vous perdez patience, vous allez lâcher, tout simplement, et forcément, vous n'aurez pas de résultats. Donc la clé, c'est de faire les choses régulièrement, de manière constante, pendant suffisamment longtemps pour avoir des résultats. Et si après 2 semaines, vous n'avez pas perdu 2, 3, 4 kilos, c'est normal. La seule chose que vous devez faire, c'est continuer. Continuer, ça va finir par payer, ça va finir par fonctionner. Mais si vous laissez tomber toutes les 3 jours parce que le poids sur la balance n'a pas baissé, c'est clair que vous arriverez jamais à rien. Et une deuxième chose, c'est de se détacher du poids sur la balance parce que parfois le poids ne baisse pas tant que ça. Parfois le poids ne... En fait, non, c'est pas vraiment... Oui, c'est de se détacher du poids sur la balance, mais c'est surtout ne pas compter uniquement sur le poids comme mesure de progrès. Voilà, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que le poids, c'est une data, c'est quelque chose qui nous dit effectivement ce que je fais, ça fonctionne, mais c'est pas la seule. Et parfois, le poids ne bouge pas, mais tous les autres facteurs de progrès diminuent, s'améliorent. Comme par exemple les photos, comment vous vous sentez dans vos vêtements, comment vous voyez dans le miroir. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Le corps peut changer, même si ça ne se voit pas forcément sur la balance ou pas de manière significative. Faites attention à ne pas confondre perte de gras avec perte de poids. Et une dernière chose, c'est pas parce que les progrès en fait ne seront jamais parfaitement linéaires. C'est-à-dire que vous voyez, ok, on part d'un point A, on arrive à un point B et on y arrive comme ça. Mais en réalité, le processus pour arriver, il ne sera pas tout droit linéaire, ça va descendre un petit peu, et puis remonter, et puis redescendre, et puis remonter, et puis redescendre un peu plus, et remonter encore un petit peu, et redescendre encore un peu plus. Donc ça va faire vraiment des petits pics comme ça, mais la tendance générale sera à la baisse. Mais ça ne veut pas dire parce qu'une fois ça remonte un petit peu, encore une fois, si vous continuez et vous êtes patient, ça va redescendre. Et ensuite, il y a une fois, ça va remonter, ok, mais ensuite, ça va quand même redescendre. Et en fait, il faut juste comprendre par là, c'est que un pas en arrière, ça ne va pas vous empêcher de faire 2 pas en avant par la suite. Un setback, comment on dit setback en français, un délai, c'est pas un échec. Ça veut pas dire que c'est terminé. Ça veut juste dire que, ok, c'est un contretemps. C'est un contretemps, mais on continue, on avance. Et en continuant, bah, effectivement, on va avancer. Et au final, on va y arriver. Mais il ne faut pas laisser juste, encore une fois, juste un petit setback, un contretemps, un petit délai, vous décourager, vous dire « Ah, j'ai tout foutu en l'air, autant arrêter » parce que, en fait, baisser les bras ou arrêter, laisser tomber, c'est vous assurer de ne jamais y arriver. Et puis, encore une dernière chose, ayez des attentes réalistes. C'est-à-dire que, encore une fois, vous n'allez pas perdre 10 kilos en 3 semaines. Vous avez 2 moyens d'améliorer votre corps. La première, c'est si vous avez trop de gras, perdre du gras. Si vous n'avez pas assez de muscles, prendre du muscle. Mais vous n'allez pas pouvoir changer votre structure. Vous n'allez pas pouvoir changer vos insertions. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer obtenir un corps complètement différent du corps que vous avez. Votre corps, c'est votre corps. Ce que vous allez pouvoir faire, encore une fois, c'est le construire, lui donner des formes en prenant du muscle. Vous allez pouvoir définir ces muscles en perdant du gras. Mais vous n'allez pas pouvoir devenir quelqu'un d'autre. Et ça, il faut quand même aussi le comprendre et l'accepter. J'ai chaud, il fait 34 degrés. On m'a posé la question, est-ce que tu as des projets avec ton copain? Alors, bien sûr qu'on a des projets. Je vais pas les partager ici parce que c'est ma vie privée, j'ai pas forcément envie de partager ça, mais oui, on en a. Combien est-ce que tu as de tatouages et de piercings? Des tatouages, j'en ai 16.
si je me trompe pas. Mais c'est tout des petits, comme ça, 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 ça. J'en ai dans le cou, ici. Enfin voilà, j'en ai 16 au total. On dirait pas comme ça, mais j'en ai 16. Et piercing, j'en ai 3. Je compte pas les oreilles. Boucle d'oreille, je compte pas, mais piercing en soi, j'en ai 3. À quelle fréquence faire des deloads? Alors, une deload, pour ceux qui ne savent pas, c'est une semaine, voire parfois 2 même, où on va diminuer son volume d'entraînement dans le but de récupérer. Il y a plusieurs cas de figure où on va se dire ok, on fait une deload, mais le principal c'est quand après un gros bloc d'entraînement, plusieurs semaines d'entraînement intensif où on va augmenter en charge, etc. et qu'on va accumuler beaucoup de fatigue, que la fatigue est haute, la capacité de récupération est pas au top, et que du coup on se sent fatigué, on sent que nos perfs n'arrivent plus à augmenter et qu'on stagne. Là on va faire une semaine de deload pour permettre au corps en fait de récupérer, généralement avant de recommencer un nouveau bloc d'entraînement. Donc il y a plusieurs manières aussi d'approcher les deloads, de faire des deloads, ça dépend des coachs, ça dépend des clients, enfin des personnes. Moi ce que j'aime bien généralement c'est de garder les charges quand même relativement élevées, mais de diminuer le nombre de séries et le nombre de reps pour atteindre un RPI 5, 6 max, pas aller au-dessus, mais de conserver quand même des charges relativement élevées, peut-être baisser un tout petit peu les charges, mais pas beaucoup, pour le système nerveux et pour que quand vous repreniez votre programme la semaine d'après, que ça vous paraisse pas ultra lourd, mais que vous ayez fait un plus petit volume pour pouvoir justement récupérer et vous sentir frais pour réattaquer le programme la semaine d'après. Et ça, c'est ce qui permet de continuer à progresser à long terme. C'est parce que si vous poussez trop au point où la fatigue est ultra haute, au bout d'un moment, bah, vous arriverez plus en fait à pousser plus parce que vous êtes trop fatigué. Et donc il faut... Moi j'aime bien prendre l'image d'une corde. À mes clients, j'utilise toujours cette image-là. Vous avez une corde. Et si vous tirez dessus, on tire dessus, donc par exemple en diminuant les macros dans le cadre d'une sèche, ou en augmentant le volume d'entraînement, les charges, etc., on tire sur la corde, mais au bout d'un moment, la corde est tendue, et en fait, si on continue de tirer dessus, elle va péter. Elle va péter, tout simplement. Et ce qu'on veut, c'est juste redonner un peu de lâche à la corde pour qu'on puisse recommencer à tirer dessus. Et donc la deload, c'est exactement ça, c'est lâcher un petit peu de lest pour donner du lest à la corde, pour qu'on puisse retirer et continuer à progresser. Et c'est la même chose d'ailleurs avec une diet break dans le cadre d'une perte de masse grasse. On va réaugmenter les macros, remonter à maintien pendant une semaine ou 2 pour récupérer, pour redonner un peu plus d'énergie au corps et pouvoir derrière continuer à pousser plus longtemps sans faire péter la corde. Prendre ses mensurations correctement. Il n'y a pas de manière correcte ou pas. Honnêtement, c'est égal où vous prenez vos mensurations du moment que c'est toujours à la même place. Donc si vous prenez votre tour de taille, c'est égal que vous le preniez 1 cm plus haut ou 1 cm plus bas, la seule chose qui est importante, c'est que vous le preniez toujours à la même place et dans les mêmes conditions. Donc pas qu'un jour vous preniez vos mensurations le matin au réveil et la fois d'après le soir avant d'aller vous coucher. Donc généralement ce qu'on fait c'est le matin effectivement au réveil et toujours à la même place, tout simplement. Peu importe que ce soit 1 cm plus haut, 1 cm plus bas. Combien de reps est-ce qu'il faut faire? Je vous ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Je vous la mets ici en haut, si vous voulez, ici en haut, je crois. Si vous voulez aller la voir. On m'a demandé, ça j'aime bien, tu as dit l'autre jour qu'il ne faut pas dissoudre la créatine à l'avance. Pourquoi? Effectivement, la créatine, il faut la dissoudre au moment où vous allez la consommer parce que sinon, elle se transforme en créatinine. Et quand on consomme de la créatine, elle se transforme également en créatinine dans le corps, mais parce que la créatinine, c'est simplement le déchet métabolique de la créatine. Donc en fait, si on consomme déjà de la créatine qui a été transformée en créatinine, on perd tous les bénéfices de la créatine. On n'aura aucun bénéfice parce qu'on va consommer de la créatinine au lieu de la créatine. Donc la créatine, son but, c'est de créer de l'énergie, régénérer en gros rapidement de l'ATP. Et la créatinine, c'est le produit de dégradation de la créatine et elle n'a aucun bénéfice. Et pourquoi j'avais dit ça l'autre jour, c'est simplement pour vous dire de ne pas mettre de la créatine à l'avance dans... Par exemple, si vous faites un porridge le soir pour le lendemain matin, ne mettez pas votre créatine dedans parce qu'elle va se dissoudre durant la nuit et le matin, vous aurez que de la créatinine dans votre porridge et ça n'aura aucun effet. Donc la créatine, toujours la dissoudre au moment où vous la consommez, mais pas la mettre plusieurs heures avant dans de l'eau ou dans un yogourt ou quelque chose. Que penses-tu de la diète cyclique? Là aussi, j'ai déjà fait une vidéo YouTube, je vous la mets aussi ici en haut. Sais-tu si on peut prendre de la créatine enceinte? Alors, je vais répondre avec caution, on va dire. Je ne vais personnellement pas vous recommander de prendre de créatine enceinte parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études dessus. Maintenant, de ce qu'on a plus ou moins pu voir,
prendre de la créatine enceinte, ça aurait des effets quand même bénéfiques. Et je connais des femmes dans le milieu, des coachs très brillantes qui sont extrêmement compétentes et qui s'y connaissent énormément en santé métabolique, en santé des femmes, etc., qui en ont pris durant leur grossesse. Personnellement, je pense que si j'étais enceinte, je continuerai d'en prendre, mais c'est à vous de faire ce choix personnellement. Essayez de faire vos propres recherches, de lire des études, etc. et de faire votre propre avis. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que dans mon cas, moi, personnellement, je ferai le choix de continuer à prendre de la créatine durant ma grossesse. Merci au manque d'études sur les femmes enceintes. Tu recommandes de changer de prog tous les combien de temps environ? Il n'y a absolument aucune durée spécifique à respecter pour un changement de programmation. Du moment que vous continuez à progresser, il n'y a aucune raison de changer de programme. Donc on change de programme généralement pour, je dirais dans 3 cas de figure ou 4. Le premier, c'est si on ne voit plus de progrès, plus du tout, si vraiment on stagne, etc. Ok, on va changer quelque chose. Deuxième, c'est si vraiment vous en avez marre, vous êtes lassé de votre programme et que vous n'avez plus envie d'aller vous entraîner. Si ça fait plusieurs mois que vous suivez le même programme, effectivement, vous pouvez vous lasser et aller à la salle, vous serez déjà découragé d'avance parce que vous êtes là, j'en ai marre de cette séance, j'ai pas envie de la faire. Et si on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, on va le faire à moitié. Donc moins d'intensité, et du coup moins de résultats. Donc là, autant changer le programme, avoir de nouveau quelque chose qui nous motive à aller nous entraîner, plutôt que nous forcer à faire un truc dont on en a marre. Mais attention, hein, non, si vous avez marre de votre programme toutes les 2 semaines, vous n'allez pas progresser. Il faut quand même laisser du temps, suffisamment de temps en fait, à suivre la même prog avant de la changer. Troisième raison, c'est si votre objectif change. Si ça fait des mois que vous avez la même programmation, mais là vous vous dites, ok, maintenant j'ai un objectif de faire 15 tractions. Maintenant j'aimerais vraiment développer mes quads au max. Maintenant j'aimerais, enfin peu importe, si vous avez un objectif précis, et que votre prog actuelle ne cible pas cet objectif, bah oui, il faut changer la prog pour mettre plus de volume pour les quads, pour mettre plus d'exercices de traction, etc. pour atteindre votre objectif qui est différent. Et quatrième cas de figure, d'ailleurs il y en a un cinquième, quatrième cas de figure, c'est si vous avez une blessure, forcément vous allez devoir, enfin pas forcément, mais peut-être que vous allez devoir ajuster, adapter, changer les choses par rapport à la blessure que vous avez. Et du coup, cinquième cas de figure, c'est si vous avez un gros changement dans votre vie. Par exemple, vous travaillez depuis la maison et là, vous avez un travail physique avec 2 heures de voiture matin et soir et que vous n'avez donc plus le même emploi du temps et plus le même temps pour vous entraîner, vous allez peut-être pas être capable de suivre le même programme qu'avant et vous allez peut-être devoir ajuster, changer les choses, peut-être des séances plus fréquentes mais plus courtes, ou à l'inverse, peut-être moins de séances par semaine mais plus conséquentes, parce que vous allez pouvoir y aller que le week-end, enfin voilà, j'en sais rien, mais si voilà, il y a un changement dans votre plan du temps, dans votre vie tout simplement, qui vous empêche de suivre le programme que vous suiviez. Mais sinon, pourquoi changer? Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Et il n'y a pas de limite de temps non plus. Vous pouvez suivre le même programme pendant 1 année. S'il fonctionne, s'il vous plaît, si tout va bien, pas besoin de changer. Je mange équilibré et fais du sport, mon physique n'évolue pas, c'est frustrant, des pistes. Alors, il y a 1 million de pistes. Il y a 1 million de pistes déjà. Manger équilibré, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est exactement la répartition de tes macros? Quels sont tes apports? Quel est le timing de tes repas? Quel est équilibré? Qu'est-ce que tu entends par équilibré exactement? Enfin voilà, il y a énormément de choses à voir au niveau du sport. Quel sport est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de la musculation? Si oui, est-ce que ta technique est bonne? Est-ce que ta programmation est intelligemment construite? Est-ce que tu récupères? Quelle est ton intensité d'entraînement? Si tu fais pas de musculation, qu'est-ce que tu fais d'autre? Enfin voilà, beaucoup de choses, donc je ne peux pas répondre juste comme ça. Si tu veux en discuter par téléphone, on peut faire une consultation. Donc tu peux réserver une consultation avec moi par téléphone et on en discute pour que je puisse te conseiller personnellement, voir ce que tu fais actuellement et te conseiller sur ce que tu peux mettre en place pour atteindre voilà, ton objectif. Ok, j'ai répondu à pas mal de questions, quasiment toutes d'ailleurs, donc je vais terminer ici. Je vais aller m'entraîner. Il est 14h30, il fait 34 degrés, je suis en train de crever de chaud, mais je vais aller m'entraîner.
Alors, on est samedi matin, il est 10h, là je vais partir, je vais faire un cours de pilates pour moi, donc je vais moi-même m'entraîner. Et ensuite, je donne un cours de pilates à une copine, c'est le premier cours de pilates que je donne, je l'ai préparé avant. J'espère qu'il est bien, je vais le tester en fait, je vais le faire pour moi d'abord pour le tester et ensuite je vais lui donner. Mais je vais pas filmer parce que j'ai déjà filmé le pilates en début de vidéo et je vois pas l'intérêt de refilmer, en plus ça me déconcentre totalement de ce que je fais, donc voilà. Bref, ensuite on va à la plage, on va aller pique-niquer à la plage et demain je vais juste m'entraîner, je vais faire je pense le haut du corps, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Mais je vais pas filmer tout ça, je vais terminer cette vidéo ici parce que j'ai plus grand chose à dire et je dois surtout éditer la vidéo entière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.